Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai partie 2 et c'est déjà la fin pour notre ami le cafard à qui Yuta n'aura laissé aucune chance dans ce combat. C'est allé très très vite et je vous propose qu'on y aille tout de suite pour la review. À peine plus de 10 bulles de dialogue cette semaine pour un chapitre quasi full baston. On va essayer de résumer ça, même si d'écrire de la bagarre c'est toujours un peu compliqué. Je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Le chapitre s'ouvre directement sur la baston Yuta versus Kuro Urushi, une bataille déjà très intense dès le début. Dans un mouvement extrêmement stylé, Yuta coupe le bras armé du cafard qu'il vient solidement planter avec son katana dans un rocher avant d'envoyer valser son adversaire. Il en profite pour récupérer son arme, prendre à revers et distraire Kuro Urushi en lui envoyant une des barrières qui protège le pont directement sur lui et lance une nouvelle attaque. Malheureusement pour lui, les insectes de Kuro Urushi viennent à son secours et empêchent Yuta de lui asséner un coup fatal. Son bras également se réattache et donc il est de nouveau capable de se servir de son arme. Juste avant ça, Yuta se rend compte qu'il est observé par les deux autres joueurs de la track et décide à ce moment-là deux choses. La première étant observé donc et de ne pas utiliser sa technique d'inversion qu'il pourrait pourtant venir à bout de son opposant, et la seconde de laisser Rika avec les civils dans le stade pour les protéger. Le cafard invoque ensuite deux créatures que je qualifierais de graphiquement intéressantes, je m'étalerai pas plus dessus, je laisse votre imagination faire le travail. Créature appelée donc larve grouillante, dont Yuta arrive facilement à se défaire, et on voit enfin Sabre nécrosé en action, puisqu'au contact de l'exorciste, l'épée envoie des sortes d'œufs dans l'épaule de Yuta avant d'éclore et de sortir de sa peau. Grosse inspi alien à ce moment-là. Encore une fois, il s'en débarrasse assez facilement en tranchant les créatures à la base, ce qui laisse son flanc à découvert, et Kuro Urushi ne laisse pas passer cette occasion de prendre l'avantage en lui assénant un coup directement dans le ventre, sous les regards de Ryu et Uro qui pensent à ce moment-là que le combat est terminé. Mais c'est mal connaître Yuta Okutsu qui nous fait un dernier move qui a laissé tout le monde pantois, puisqu'il fait littéralement un bouche à bouche à notre ami le cafard en lui insufflant au passage de l'énergie positive directement dans sa tête. Kuro Urushi meurt et Yuta engrange 5 points. Mais c'est pas fini. Uro apparaît soudainement et murmure à l'oreille de Yuta qu'elle a compris sa maîtrise du sort d'inversion, et le chapitre se termine sur leur disparition dans une sorte de distorsion de l'espace, annonçant la prochaine bataille à venir pour Yuta. Bon, ça va, en fait, ça me semble moins brouillon que ce que j'avais imaginé. Vous me direz si vous avez trouvé ça compréhensible. C'est le moment auto-promo avant de rentrer dans le dur de la review. N'hésitez pas, si vous suivez régulièrement mon travail, à laisser un j'aime et pourquoi pas considérer l'abonnement si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au début, mais dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont réussi à choper des places pour l'avant-première du film Zéro, ça m'intéresse vachement. À titre personnel, j'y serai dans ma région et comptez sur moi pour vous en parler dans un podcast. Et probablement pas seul, j'en dis pas plus. Analyse, maintenant, pas énormément d'interactions, pas de grosses révélations, néanmoins je vous donne le sommaire de cette analyse. On va faire un petit point cafard vite fait, on va évidemment parler de Yuta, de son retour qu'on peut nommer triomphal dans le manga, de ses techniques, de son état d'esprit, et également de son futur et de ses combats à venir. Je préfère vous prévenir, la préparation du texte est un peu approximative cette semaine, je vous donne mes impressions un peu comme elles viennent, on teste autre chose. On va commencer par le cafard, comme je vous disais, comme ça c'est fait, et puis on pourra finir avec Yuta, ce qui sera quand même un petit peu plus sympa. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je suis déçue, mais je reste un peu sur ma faim avec ce chapitre. Enfin, comme dirait Yuta, et je le cite, je m'attendais à mieux. Et c'est vrai que la sauce a pas mal été montée pour un perso qui finalement n'aura pas été si redoutable que ça. Et c'est le côté un peu pervers du travail d'Akutami, c'est-à-dire que vu qu'il nous introduit des personnages secondaires toujours hyper fouillés, Iguruma pour ne pas le citer, et même Lazy qui était un super adversaire, mais bref, du coup, vu qu'on a pris cette habitude, même s'il nous introduit un cafard horrible, on a envie d'en savoir plus sur ce cafard horrible, même s'il nous dégoûte. Donc voilà, un peu déçu encore une fois, toute proportion gardée bien sûr, parce qu'en termes de rythme d'histoire, là je veux dire Yuta, il a encore 2 combats à venir sur le court terme et probablement d'autres plus importants dans l'histoire. Akutami peut pas se permettre de faire durer les combats 3 chapitres chacun, dans la mesure où il a toujours depuis le début de cet arc, et même dans la préparation de la track, alterné entre dialogue intense et bagarre rythmée comme on a pu avoir cette semaine. Dans ce combat, il est là vraiment pour nous introduire le Yuta en mode berserk, en mode sans pitié. On voit que
comme Yuji et surtout comme Megumi sur les derniers chapitres, Yuta n'hésite pas à faire du sale. D'abord au sens figuré. Comme dans le combat Megumi contre Lazy, on voit qu'il cherche à cacher ses techniques histoire de garder un atout dans sa manche. Donc on est toujours dans ce truc de jeu de dupe. Et puis il fait du sale au sens propre. Je veux dire, la semaine dernière, je vous disais à quel point je trouvais la technique du cafard immonde. Et Yuta fait un truc encore plus immonde que le cafard lui-même, parce que même si insuffler de l'énergie positive à l'intérieur de Kurourushi était le moyen le plus simple de gagner, il faut avoir envie de le faire quand même ça. Donc premier truc. D'ailleurs le panel où il s'essuie la bouche, j'ai eu le même en tête, vous savez, celui où il y a les méchants sur la plage de Dagon, et en parallèle on a les héros de l'histoire en mode de psycho. Et on pourrait totalement rajouter cette image de Yuta tellement elle est forte. Clairement, il se pose et s'impose comme le sorcier, enfin l'exorciste, on n'est pas dans Harry Potter, l'exorciste disponible le plus puissant. Il a tellement conscience de sa force et confiance en lui qu'il se met des handicaps, et de sacrés handicaps, parce que très probablement que Rika aurait pu régler le problème cafard en 2-2. Parce que c'est ce qu'on ressent beaucoup aussi, c'est l'urgence. Yuta, il a pas le temps, il plonge direct dans le combat. Tout de suite, on ressent cette envie d'en finir vite avec les petits joueurs. Alors petits joueurs à presque 100 points, mais quand même petits joueurs dans la vision de Yuta qui voit beaucoup plus large, puisque je vous le rappelle, comme je vous le disais plus tôt, que la finalité de son plan à lui, c'est de tuer Kenjaku, donc celui qui nous est présenté jusqu'ici comme le boss final de Jujutsu. Pour finir sur la psychologie du personnage et enchaîner un peu dans l'analyse, à la relecture de ces 2-3 derniers chapitres, je trouve que ce nouveau Yuta, je dis nouveau parce que finalement dans le tome 0, il est encore assez jeune, pendant Shibuya on le voit très peu, mais je trouve ce Yuta qui a pris un peu d'expérience, un peu de bouteille, est finalement une très bonne synthèse des deux personnalités de Yuji et de Megumi. On ouvre la parenthèse psychologie de comptoir, je vous préviens tout de suite, c'est un truc qui m'est venu comme ça. Mais il a d'un côté ce côté très mélancolique et sans pitié, un peu comme Megumi. Et d'un autre côté, on voit qu'une de ses priorités, ça reste quand même de protéger les innocents. Parce que, comme je le disais plus tôt, avec Rika, tout aurait été probablement plus simple dans ce combat. Donc il a ce trait de caractère quand même très empathique, très vers l'autre, comme Yuji peut l'avoir. Donc parenthèse psychologie pour les nuls fermée. On va parler maintenant rapidement de la notion d'énergie positive, puisque c'est un peu la technique centrale de cette semaine. Le sort d'inversion est constitué d'énergie positive. Donc énergie positive est égale sort d'inversion. Et pour expliquer un peu plus précisément comment ça fonctionne, les exorcistes qui maîtrisent cette technique sont capables de convertir en quelque sorte l'énergie négative dégagée par les humains en énergie positive en l'additionnant. Basiquement, ça fait appel à cette notion de maths que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Moins plus moins est égal plus. Donc additionner deux énergies négatives donne de l'énergie positive. Et dans le cadre de Jujutsu, contre un fléau, ça se traduit par l'exorcisme de ce dernier, comme on a pu voir avec le cafard. Yuta, Shoko et Sukuna sont à ce stade de l'histoire les trois seuls capables d'utiliser cette technique sur d'autres personnes qu'eux-mêmes. Gojo, Uraome et l'autre qui se fait exploser la Zenoki possèdent aussi cette technique mais ne peuvent l'appliquer qu'à leur personne. Dernier utilisateur d'énergie positive, et je finirai là-dessus pour cette notion, c'est Makora, le Shikigami non apprivoisé de Megumi, qui possède une arme que l'on peut voir dans son combat contre Sukuna, et cette arme est enrobée d'énergie positive, ce qui en fait une arme redoutable contre les fléaux, comme le souligne d'ailleurs Sukuna dans le chapitre 118 ou 119. On va conclure sur Yuta et ses futurs adversaires. Là, Akutami semble vouloir nous présenter ses futurs opposants du moins fort au plus fort. Moi, je pense surtout qu'il a voulu les classer en deux groupes, on va dire Dhruv et Kurourushi d'un côté, Takako et Ryu de l'autre, pour pouvoir faire monter Yuta en puissance jusqu'à un éventuel climax contre Kenjaku. Takako, donc son futur adversaire direct, manipule le ciel, je sens que le cerveau va encore fumer avec l'explication de sa technique, qui fait donc partie du clan Fujiwara, clan rival pendant la fameuse ère Heian, au clan Sugawara, dont descendent directement Gojo et Yuta. Et si Akutami a fait la précision pendant la présentation de Takako dans le chapitre 173, c'est pas gratuit, il y aura sûrement une petite rancune là-dessous, j'espère que c'est un pan de l'histoire qui sera exploité. Impression personnelle sur ce chapitre, un réel plaisir de voir de la baston pure, avec les pauses et tout, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'en a pas eu, et c'était très cool à voir. Extrêmement dynamique, encore
On sent, hein, comme je vous le disais plus tôt, la nervosité dans l'enchaînement des coups de Yuta, hein, quand il coupe, plante le bras, repousse Kurorushi avant de sauter sur le pont. Voilà, on sent la rapidité des réflexes de Yuta. Encore une fois, le dessin très nerveux d'Akutami sert très bien ce genre de scène d'action. Et sur le plan narratif, il y a encore une fois ce truc très appréciable chez Akutami, c'est de savoir d'anticiper les questions que vont se poser les lecteurs et d'y répondre par une bulle ou un dialogue interne, histoire de rendre la scène qu'on est en train de lire la plus compréhensible possible. Donc voilà, encore très cliente du travail du mangaka cette semaine encore, et j'ai hâte d'en lire plus la semaine prochaine. J'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain entre 17h et 17h30 dans ces eaux-là. Le mieux, c'est de mettre la cloche pour savoir, j'imagine. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.